Un pays de brume et de mythes qui inspire toujours les adorateurs du vent. Une terre presque liquide aux côtes morcelées et aux sentinelles de roches qui intriguent car ancienne patrie des Celtes. Ici en Irlande, du nord comme celle du sud, le grand dehors veut dire quelque chose. Cet univers de landes et de grèves serait peuplé d'âmes fortes aux yeux pâles qui rêvent de larguer les amarres. Raison de plus pour la traverser, à petite foulée ou à petite vapeur. Bonjour, bienvenue dans le monde du train. Je suis en Irlande du Nord, en Ulster, et mon voyage me conduira jusqu'à l'autre Irlande et sa capitale, Dublin. Mais avant de me rendre à Belfast par les terres, allons faire un petit tour du côté de la chaussée des géants. Une curiosité naturelle et un bon début, paraît-il, pour comprendre cette terre de légende. Un périple d'une Irlande à l'autre qui aura pour étape des petits villages, des ports, des côtes improbables. Le train lent d'Irlande aime les écarts et les escales un peu hors du temps. Bonjour, Bonjour. comment allez-vous? Vous allez vous aussi à la chaussée des géants? Oui, c'est ça, je vais voir la chaussée des géants. Je vis ici et je passe une partie de mon temps à me rendre un peu partout en Irlande. L'un des moyens les plus romantiques de voyager est le train. La chaussée des géants, ce sont des pierres. Et à partir de ces pierres, on a commencé à bâtir une légende. On a créé des liens avec nos ancêtres gaéliques et le royaume du roi Daréada, avec des géants, des hommes très grands comme nous en Irlande du Nord. Christopher, qui m'invite à le suivre à la chaussée des géants, est un ancien professeur qui s'est reconverti dans la pêche. Il aime retrouver chaque semaine ce décor de roches basaltiques qui évoque des constructions ou encore le fantastique, des marches sculptées par le temps et qui façonnent l'imaginaire. Voilà, c'est ça notre chaussée des géants. Une sorte de lien pour aller de notre royaume gaélique jusqu'en Écosse. C'est vraiment une ligne de roches pressurisée, sortie il y a des millions d'années. Des roches volcaniques qui ont été poussées vers la mer. Mais nous, on croit vraiment que ce sont des marches pour des géants, des hommes qui allaient combattre les Écossais. Et alors pour vous, les Irlandais, c'est important d'avoir encore des légendes, vous y croyez? Les mythes et les légendes sont plus importants que jamais parce que nous vivons à une époque où les gens veulent croire dans le surnaturel. Les rêves deviennent réalité et on croit aux endroits où on fait des vœux, à tout ce qui stimule l'imagination. Avant les adieux, une chanson du coin pour la route. In Flanders fields afar, while resting from the war, we drank bon santy to the Flemish lasses o'er. But the sin that haunts my memory is kissing Marianne, her pouting lips all sticky from meeting yellow man. At the Old Lammas Fair, eyes, were you ever there? Were you ever at the fair in Ballycastle? Oh, did you treat your Marianne to some dulcin yellow man? At the Old Lammas Fair in Ballycastle, oh. C'est parti. L'Irlande du Nord promet, celle du Sud aussi. Avec de telles rencontres, on est sûr de faire un beau chemin. Au bout du compartiment, je croise John, un restaurateur qui part en vacances et qui se rend d'abord à Belfast, longtemps épicentre du conflit entre catholiques et protestants. Bonjour, est-ce que je peux m'asseoir ici? Oui, bien sûr. Comment ça va? Vous vous rendez à Belfast? Oui, c'est ça, à Belfast. Ce qu'on a appelé les troubles, la guerre civile entre communautés, c'est fini? Oui, c'est plus ou moins fini. C'est très calme maintenant. Pas totalement fini. Pas tout à fait. Les gens ont appris et pensent qu'il est temps d'aller de l'avant maintenant. C'est mieux alors. Oui, bien sûr, c'est mieux. Et comment cela se passe dans votre ville? Oh, à Coleraine, ça va. C'est mitigé, tu comprends. Avant de me rendre à Belfast, je décide de faire escale à Ballymena, petite ville au milieu des terres
peuplée en grande majorité de protestants. Les catholiques, eux, vivent plutôt dans les villages alentours. Mais dans chaque bourgade résonnent des airs de ballades irlandaises ou celtiques. Des notes de violon me conduisent ainsi jusqu'au pub d'un village catholique. Bravo. Le violon est le point cardinal des rendez-vous irlandais. Il réchauffe les cœurs et il permet de supporter les coups, enfin, ceux de l'écran, ceux des matchs de hurling, le sport traditionnel ici, un mélange de hockey sur gazon et de football. Tous les coups semblent permis, à la main, au pied, à la crosse, à 15 contre 15, au prix de beaux vols planés. Il faut dire qu'en Irlande, tous ou presque sont passionnés, comme Michael, capitaine de l'équipe de la petite ville et surtout l'un des rares fabricants de crosses. Il m'invite à le retrouver dans son atelier au bout de la rue. Jadis, le hurling permettait de régler les différends et d'empêcher les conflits. Au lieu de batailler, on jouait, équipe contre équipe, épaule contre épaule. Belle philosophie qui devrait être généralisée de par le monde. Bonjour Michael. Bonjour, comment ça va? Heureux de te rencontrer moi aussi. Ça, c'est la crosse de hurling. Et ce que je fais, c'est transformer cette planche, qui vient du tronc d'un hêtre, et spécialement le bas du tronc, parce que tu as cette courbe là en bas. Et c'est un bois très dense et solide, n'est-ce pas? Oui, c'est un bois solide, mais il a aussi une certaine flexibilité, parce qu'il faut avoir une souplesse dans la crosse. Tu vois ça? Quand on pousse un peu, Combien de crosses tu fabriques chaque année? environ 5 à 6 000, de toutes les tailles. Cette taille-là, c'est la senior, pour les joueurs adultes. Mais on fabrique aussi des crosses de petite taille pour les enfants. Parce que ici, ce sport est pratiqué par les jeunes dès leur plus jeune âge. On les fait jouer très tôt. Et dès qu'ils savent marcher, on leur donne une crosse de hurling. Et alors c'est un sport typique de l'Irlande, mais est-ce que c'est plutôt nord-irlandais ou est-ce que c'est plutôt République d'Irlande? Oh, dans toute l'Irlande. Mais en fait, il y a certains endroits où l'engouement est plus fort qu'ailleurs. Par exemple, ici, vivent 2000 personnes. Eh bien, presque chaque famille est impliquée à différents niveaux dans le hurling et ils sont vraiment fanatiques de sport. Est-ce que je peux essayer? Tu vas me montrer? Oui, vas-y. Je suis ton apprenti alors. Ça va, ça faut un coup quoi. Certains ont vraiment le coup de main, c'est vrai. Ça doit s'apprendre. Ah voilà. Ah oui. Ça a l'air facile mais. Wow, it's quick. Oui. Oh là, c'est rapide. Tu veux essayer? Yeah? Why not? Eh bien oui, pourquoi pas, mais je n'y ai jamais joué de ma vie. Bon, d'abord, tu mets ton poignet comme ça. Essaie de tenir la crosse comme ça. Tu la contrôleras mieux. Ensuite, tu lances la balle un tout petit peu en hauteur, et puis tu ramènes ta main ici, et tu essayes de frapper la balle. D'accord. Vas-y, essaye encore. Oui. Prêt? Ah, je pense que t'as pas marqué de point. Le revers. Ouais, il faut avoir de la poignée. Ouais. C'est pas concluant. Ah. Vas-y, essaye encore. J'abandonne Michael et me rends à la gare. Direction Belfast, la capitale de l'Irlande du Nord. Il faut juste se fier à la Rose des Vents ou retrouver la voie ferrée.
Welcome aboard Translink NI Railway service to Great Victoria Street. This train calls at Belfast Central. L'Irlande du Nord est bien plus qu'une province, et parfois on ne sait si on est en Grande-Bretagne ou sur une île perdue d'Europe, ou encore au milieu de nulle part, entre terre de feu et ciel aux cheveux d'ange. Au bout de cette route, Belfast, 300 000 habitants, une ville qui attire nombre de jeunes Irlandais, du nord comme du sud. Une ville qui fut au centre du conflit nord-irlandais et ne cesse depuis la fin des hostilités de renaître, comme pour rattraper le temps perdu. Belfast. Pendant les années de plomb, Belfast a connu nombre d'attentats. Ces murs de division demeurent, mais certains sont devenus des peace lines, des lignes de paix. Un taxi, quoi de mieux pour visiter les deux fiefs de la ville, la partie catholique et la partie protestante. Pendant des années, les chauffeurs de taxi ont servi d'agents de liaison et de passeurs pour les militants. Il paraît qu'ils connaissent tous les secrets de la ville. On va essayer de trouver un taxi, les fameux CAPS de Belfast. Pour l'instant, il n'y a personne. Taxi. Hello, good morning. Bonjour, j'aimerais visiter Belfast, vous êtes libre ? Ouais, pas de problème, allez, montez. Bienvenue à Belfast. Merci beaucoup. C'est une belle journée aujourd'hui. Oui, adorable, et le soleil brille. Ça, c'est votre bonus à Belfast, quand le soleil brille, d'accord ? La visite la plus demandée à Belfast, c'est les quartiers ouest, les Shankill, côté protestant. Ils veulent l'union avec la Grande-Bretagne. Les Falls, c'est le quartier des catholiques. Eux, ils veulent une Irlande unie. Donc je vais vous emmener dans les deux quartiers et on va aller voir les fresques murales. Et puis il y a aussi la Peace Line, la ligne de paix. C'est un système de murs, comme à Berlin. Donc il y a toujours des tensions ici, y compris dans votre quartier ? Ce ne sont pas vraiment des tensions, mais des incidents que la ville connaît de temps à autre. On a appris à vivre avec, c'est quand même beaucoup mieux qu'avant. Oui, donc ça s'est quand même amélioré là depuis quelques années. Il y a toujours des petits problèmes, mais ça s'améliore quand même. Comme je vous ai dit, les gens ont envie de vivre mieux maintenant. Donc on assiste à un retour des jours heureux en ce moment. Des jours heureux. La jeunesse irlandaise, sans avoir oublié le conflit, veut le gommer, de toutes parts, par la musique, l'art de vivre aussi. Mais les traces demeurent sur les murs et dans les esprits. Ah oui, là il y a une grande fresque murale. Oui, si vous voulez, on va se garer là. Donc ici, ce sont les Falls, le quartier catholique. C'est le territoire des républicains. Les gens veulent une Irlande réunie et au fil des années, ils ont peint des fresques murales dans le coin. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de peintures ici. Il y a même un mur international avec différents thèmes. Et là, on a une réplique du tableau Guernica. Oui, celui de la guerre d'Espagne. Une bonne partie de l'histoire irlandaise s'écrit sur ces briques. Les militants rivalisaient à qui mieux pour compter leur saga. Ken, qui est protestant, m'emmène voir les murs côté catholique, dans les quartiers des Falls. Les touristes viennent souvent ici prendre en photo les fresques pendant quelques minutes. Mais que dire des gens qui doivent voir ça chaque matin ? Ils deviennent un peu endoctrinés car c'est une vision unilatérale des choses. La coutume, m'apprend Ken, est de laisser sa trace. Une trace de paix surtout.
Grande-Bretagne partout. Ouais, on est vraiment du côté protestant, là, Belfast. Côté protestant, Ken veut me présenter un artiste du coin, Mark, fils de militant pro-britannique et qui œuvre pour la paix, y compris avec des peintres catholiques. Témoignage d'abord identitaire, la fresque est devenue un art qui veut désormais effacer l'art de la guerre, de plusieurs couches. Wow. Et c'est ton atelier? Oui, c'est mon mur d'entraînement. Et ça, c'est ta prochaine œuvre? Oui, en fait, j'essaie. Je ne sais pas encore si ça va aller sur les murs, mais ça pourrait le faire. Il y a une vraie tradition ici artistique pour maintenir la paix finalement, pour aider la société à en finir avec la violence, c'est ça? En fait, je pense que la fresque est un art de la société, ici en Irlande du Nord. Les artistes jouent un rôle primordial en reflétant ce qui se passe autour d'eux, sur les murs de la ville elle-même. Donc je me vois moi-même comme quelqu'un qui perpétue une tradition qui existe depuis pas mal de temps au sein de la classe ouvrière protestante. C'est la plus longue tradition de peinture murale dans le monde entier, et je suis juste l'un de ces artisans, et je n'ai pas honte de faire ça. Et tu crois, Marc, peindre comme tu le fais les murs de Belfast sur la fameuse Peace Line, ça peut aider aussi les gens à changer, à s'adapter à un nouveau monde? Je pense qu'au fur et à mesure que nous bougeons, que nous évoluons vers quelque chose de normal, entre parenthèses, les communautés vont changer elles aussi. Mais ce ne sont pas les murs physiques qui doivent changer, ce sont les murs psychologiques, mentaux qui doivent évoluer. Alors ça, ce sont des enfants, et pourquoi celui-là a déjà une cagoule noire? Malheureusement, dans nos sociétés, le terrorisme existe toujours. Et c'est l'idée que quand vous démarrez une guerre, à la fin, vous finissez par rater la fin. Les gens qui commencent la guerre, en général, ne la finissent pas. C'est d'habitude leurs enfants ou leurs petits-enfants, ou encore leurs arrière-petits-enfants qui continuent. Et malheureusement, dans nos communautés, nous avons connu un conflit qui a démarré il y a 35 ans, mais dont les racines remontent en fait à des centaines d'années. Belfast se mérite. C'est une ville a priori triste, austère, mais qui dévoile ses reflets de joie nouvelle pour qui sait attendre. Difficile de quitter tous ces gens qui rêvent et construisent chaque jour la paix. Mais le train irlandais, lui, n'attend pas. Voilà, je quitte Belfast, la capitale de l'Irlande du Nord, qui est ensoleillée aujourd'hui, c'est rare, il faut le souligner, pour aller à Portadown, à 45 minutes de train d'ici. En Irlande du Nord, peuplée de près de 2 millions d'habitants, le train permet de relier de plus en plus les deux communautés. Catholiques et protestants se regardent moins en chien de faïence. Ils communiquent, ils échangent, ils bâtissent de nouveaux chemins, après 30 ans de guerre et de tensions. La terre ici est riche et aime la pluie. Les vaches de tous bords se mélangent elles aussi et regardent défiler l'histoire récente qui fut de larmes et de sang et qui, avec sa paix durable, promet des dividendes de provinces nanties. Sur les quais attendent de curieux animaux, des passagers plutôt. L'hospitalité ici ne connaît qu'une seule ligne, celle du chemin de fer. La terre des Celtes fait miroiter d'étranges surprises. Troubadours pas morts, ça swing sur les quais. L'Irlande aime les accords de paix, de musique. Le bonheur au bout des doigts, et on espère pour longtemps. Ces joyeux lutins s'appellent les Armagh-Rimers et se rendent de village en village colporter les bonnes nouvelles. Un petit troupeau aux faciès d'osier qui entend rappeler que les Irlandais, du nord comme du sud, sont de fortes têtes. Bravo!
C'est une tradition typique irlandaise que d'accueillir en musique les voyageurs sur les quais. Oui, c'est une très ancienne tradition. Et c'est aussi quelque chose d'universel que de porter un masque. Notre coutume, en fait, on aime le dire, trouve des racines dans les rites des hommes des grottes et ceux de Lascaux en France. Depuis, nos ancêtres ont pris pour habitude de porter des masques pour jouer des pièces. C'est censé te protéger de la nature, des éléments. Parfois, on aperçoit 300 visages de passagers aux fenêtres du train. Et on peut voir leurs bouches grandes ouvertes, leurs yeux aussi. On va donc à Armagh, ta ville? Oui, on y va. Mais il n'y a pas de train. La bande des Rhymers m'emmène dans l'école d'Armagh, petite ville dans la campagne qui est très religieuse. Pour les écoliers, c'est un moment de fête et presque de communion. Les ménestrels savent réchauffer les classes. Qui veut essayer de porter ça? Tu es sûr? Alors d'accord. Et maintenant, qui veut mettre le masque du gars à moustache? Olivier, ça c'est le championnat du monde des danseurs irlandais. D'accord? C'est donc un défi pour toi. Mais ça ne devrait pas être un problème pour toi. Enlève tes mains de là. Comme ça? Sors-les. Oui, c'est ça, monte-les, monte-les. De ce côté-là aussi. Sens-toi en confiance. Et après? Et maintenant? Oui, c'est ça. Dara et ses compères reprennent une coutume vieille de plus de 2500 ans. À l'époque du bon roi Conor, déjà, des hommes totalement masqués distrayaient la cour. À Armagh, on passe le flambeau de génération en génération. Le pas de danse compte autant que le poids des paroles, enfin, pour les initiés surtout. Et maintenant, je suis un Irlandais? Je suis adopté? Tu es un champion. D'accord, merci. C'est une belle vie que de pouvoir rendre les gens heureux et de les faire rire. Et aussi de faire passer la tradition, celle de danser, de faire de la musique, de chanter. Parce que ce qui est vraiment important, c'est ça. Continuer la tradition, dire aux enfants que nos coutumes sont universelles, c'est-à-dire qu'elles peuvent convenir au monde entier. Elles sont hors du temps. Elles sont proches de la nature. Elles sont très vivantes à la campagne. On les perpétue sous les arbres, au grand air, mais c'est aussi très bien dans une classe d'écoliers. Et puis ça va aussi pour aller à la gare. Et parfois on va même dans les vergers. La tradition, donc, s'adapte d'elle-même à l'environnement. Des traditions toujours vivaces. Ici, la passion est hautement contagieuse, de compagnons chantant à enfants. Et ça commence souvent par la plante des pieds, quand les masques sont tombés. D'autres notes résonnent dans la campagne de l'Ulster profonde. Les paysages irlandais, il est vrai, sont rarement exempts de clochers. C'est la première église, la plus ancienne à Armagh. C'est une église chrétienne, mais en fait, avant, il y avait les païens. Car ici, c'était la capitale des Celtes. Non seulement d'Irlande, mais de toute l'Europe et même du monde. Oui, Armagh était le centre des Celtes du monde entier. Dara m'emmène à la cathédrale de Saint-Patrick. C'est là où le musicien s'inspire, car dans les entrailles de l'église se cachent bien des mystères et, paraît-il, les sources de l'âme celte. Ce fut le berceau du christianisme alors ici. Oui, il y a eu ici le début du christianisme irlandais. Mais en dessous, on a des vestiges païens, de pierres, de vieilles statues. Parce qu'en dessous de l'église, il y avait des traditions celtiques. Oui, avant le Moyen-Âge, toute l'Europe venait ici pour apprendre. Et après, c'est devenu une église. Et après, c'est devenu une église. Oui, c'est ça, c'est devenu une église. Et le christianisme a surgi très rapidement en Irlande. Le paganisme, le pouvoir des druides et celui des prêtres païens ont beaucoup souffert. Leur aura a diminué et puis Saint-Patrick est arrivé au bon moment. Saint-Patrick est donc venu ici? Oui, Saint-Patrick est venu ici, en personne, en l'an 452.
À quelle date? 5e siècle. Over here we have some of the Celtic. Voilà, tu as là des pierres et des statues celtiques. Lui, c'est Dondraghi. Regarde son bras. Un bras qui était en argent. Et la pierre date de quand? La pierre date de 2 ou 3 000 ans. D'accord, Dara, j'étais vraiment enchanté de te rencontrer et de visiter la vieille ville d'Armagh avec toi, mais aussi d'entendre la bande, les fameux Armagh Rhymers. Slánamh. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire bon retour à la maison en gaélique. En gaélique, d'accord. On ne peut comprendre les deux Irlandes sans ces vérités cachées, sans les mythes qui peuplent non seulement les âmes, mais aussi les entrailles de la terre et des églises. On sent très vite, en voyageant dans le nord, que ces chimères, saintes ou païennes, vous poursuivront jusque dans le sud. C'est une île à la terre rugueuse et chaleureuse, aux rivages à la fois simples et complexes. La géographie de terre, de mer et de tourbe a engendré une histoire de fer et de tourments, où les hommes ont exagéré les marées. Mais la poésie des contés se laisse raconter à l'ombre des druides ou de Dieu, c'est selon, et jusqu'à Downpatrick. Pour aller vers cette petite ville, il faut se laisser porter par le vent ou le courant de l'histoire, plein est. Là. Personne. Ah, bonjour Olivier. Bonjour Michael, comment ça va bien? Très bien, très bien. Ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Alors ici, c'est la fameuse ligne de chemin de fer de Downpatrick. Oui, c'est la fameuse ligne de chemin de fer Downpatrick. On a vraiment l'impression que la gare n'a pas changé depuis les années 50. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de travail pour restaurer tout ça. Oui, c'est beaucoup de travail. On fait ça depuis plus de 20 ans. Quand on a commencé, il n'y avait rien. Et on a aujourd'hui environ 7 km de voies ferrées qu'on a construites. Nous avons aussi des locomotives à vapeur. L'association de chemin de fer de Downpatrick est une entreprise privée. Mais en fait, nous, on est tous volontaires. Tous volontaires, non payés. Non, personne n'est payé. Mais les gens qui sont intéressés par le chemin de fer ou par quoi que ce soit que nous faisons ici, c'est-à-dire l'entretien ou l'ingénierie, eh bien, ils apprécient vraiment de le faire. C'est un hobby. Et vous, quelle est votre profession? Avant, j'étais professeur au collège. Ouais. Bon, eh bien, on va aller faire un petit tour. On va voir où est-ce qu'on peut vous amener dans la campagne, d'accord? D'accord, je vous suis. Allez, on va monter là. C'est un vieux wagon, n'est-ce pas? Oui, première classe. Après vous, Première classe. Il date de quand? il date des années 20. Ce train a changé l'histoire. Oh oui, car il fonctionnait déjà durant la guerre d'indépendance et pendant la guerre civile irlandaise. Donc ce wagon-là a traversé toutes ces périodes et a connu tout ça. Donc on peut sentir l'histoire ici. Oui, vraiment. À bord de ce train digne de l'Orient Express, commence une remontée du temps. Michael Collins, qui connaît toute la région et surtout de ses rivières à truites, est un excellent compagnon de voyage. Voilà, c'est génial, l'Irlande a toute petite vapeur, à même pas 20 km/h. On a le temps de voir le paysage. Attention, une époque ici peut en cacher une autre. Michael me recommande de rester ce soir à Downpatrick car une petite surprise pourrait bien survenir sur les quais de la gare, après les arrêts improbables et de rigueur.
Oh, mais c'est incroyable, c'est absolument incroyable. Vous êtes OK? Hello, John. Oh mon Dieu, je suis en fait bouleversée. Oh, merci, merci beaucoup. Waouh, bienvenue, merci d'être venu. Marissa, infatigable bénévole de l'association de Michael, organise une soirée vintage, pur jus, façon années 30. Bonsoir, je suis Olivier, ravi de vous rencontrer. Oh, bonsoir, enchanté. Je peux rentrer? Costume obligatoire, bonne humeur aussi. Les quais brusquement reprennent vie, comme aux plus belles heures de la gare de Don Patrick. I go with you? Je vous suis, c'est ça, Marissa? I go with you, Marissa? Oui, suis-moi, viens par là. Pas le choix, faut que je la suive. They'll come back very soon. Oh là là, je sais pas si c'est facile, non, mais... C'est le salon de maquillage. Explique-moi, Marissa, qu'est-ce qu'il se prépare ici? C'est un défilé? Oui, il va y avoir un défilé de mode tout à l'heure dans le train. Dans le train? Lequel? Celui-là? Oui, celui-là. Il va rester là, une partie va bouger sur les rails, et puis au bout d'un certain temps, il va revenir, le portail va s'ouvrir, et puis c'est une surprise, quoi. On se croirait tout d'un coup dans un film d'époque. Quai des brumes et la bête humaine, même combat, grâce à la fée Marissa. La gouaille du rail version année folle d'Irlande, comme sur le grand écran. Je comprends quelle était la surprise qui m'était promise. Aider Michael à tenir la petite porte de l'histoire. Ici, à Don Patrick, chacun joue le jeu. Les années folles ne sont pas mortes, histoire d'oublier la guerre encore si proche. Le lendemain, retour dans le monde du réel. Mais la magie irlandaise opère toujours, celle des rencontres aussi. Même et surtout quand on est un peu perdu sur la carte irlandaise. On va vers là? Qu'est-ce qu'on peut voir alors ici? Drogheda, is okay? Drogheda, c'est bien? Comment dites-vous alors? Drogheda? Drogheda, c'est pas mal. C'est adorable. Vous ne prononcez pas le G? Non, non, Drogheda. Oui, c'est ça, Drogheda. Et comment c'est? C'est bien? Skerries aussi, c'est pas mal, c'est chouette. Oh, ce n'est pas sur la carte et c'est un coin adorable. En fait, toute la côte, là, est superbe. Il faut s'asseoir de ce côté pour voir la mer. La frontière avec le sud approche, mais on ne la voit pas. Les deux Irlandes se confondent, caméléons de l'Atlas. On gomme les bornes pour mieux enterrer les différends. On oublie les confins. On flotte sur le temps présent et ancien. Les poussières de guerre sont balayées par les ballastes de l'histoire de l'Europe, grandie ici au forceps. J'ai décidé de descendre de ce train qu'empruntaient au moment des troubles les militants républicains de l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. Ils transmettaient des informations et passaient parfois des armes.
j'apprends par Terry que derrière ce paysage apaisant se cachent des histoires de soldats révolutionnaires et d'armées des ombres, jusque dans les flancs d'une épave historique. Voilà, c'est là, l'épave. Oui, c'est là. L'histoire, c'est qu'il y avait beaucoup à se faire rembourser par les assurances. Et donc, les propriétaires ont échoué leur bateau. Mais les assurances, en fait, n'ont jamais voulu payer. Et je pense que ça s'est vraiment passé comme ça. Et l'épave demeure là depuis longtemps, en fait. Depuis les années 70. 1971, je crois. Vous pouvez me raconter qu'est-ce qui s'est passé avec l'épave alors? Il y avait un gars qui s'appelait Little John. C'était un espion. Lui et son frère, les deux en fait, étaient des agents doubles, à la fois pour l'armée britannique et pour l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. Ils ont été libérés de prison et l'armée britannique les a retrouvés rapidement. Ça a servi de cachette. Oui, ils se cachaient ici durant l'hiver. On a dit qu'ils étaient là même en janvier. Mais en mars, c'est sûr, ils se trouvaient ici. Il doit faire froid pour vivre sur cette épave en hiver. Oui, bien sûr, ça devait être dur. Le coin devait être dangereux en fait. Et moi j'ai toujours aimé me promener par ici, plutôt que nulle part ailleurs. D'ici à l'autre village, c'est vraiment très beau. C'est un endroit magnifique, vraiment adorable, et pratiquement encore inconnu. Curieuse guerre qui se prolongeait jusque sur les flots. Et les militants ont rangé les armes à fond de cale. La rouille a effacé le reste. Les deux Irlandes se mêlent sur une mer toujours généreuse ici, même si elle mange parfois quelques pêcheurs d'un coup de tabac. Les cœurs sont à marée haute quand les marins rentrent du grand large au bercail. En longeant la côte, je me rappelle ce que m'a recommandé Terry. Arrête-toi à Skerries. Pas d'épave, mais le calme, le bien-être, le bonheur de vivre. L'Irlande, qui a connu un boom économique dans les années 2000 et qui faisait alors rêver les oncles d'Amérique, a subi depuis un sérieux contre-coup. Mais elle a de la ressource et elle sait rester joyeuse. À Skerries, on a l'âme écolo. Les habitants du coin ont gardé les moulins à vent pour produire de la farine, à bon marché. Bonjour. Bonjour, bienvenue au moulin Skerries. Merci. Tu aimerais visiter le moulin? Oui, avec plaisir, avec toi. Les gens qui visitent cette salle sont ravis de comprendre comment on produit de la farine, surtout les enfants. Comment on utilise la meule, et aujourd'hui encore, dans beaucoup de pays en développement, on trouve des meules comme celle-ci. Les enfants ont aussi l'occasion d'actionner la pierre, comme ça, pour moudre le grain et la farine qui sort de ce côté-là, tu vois, comme ça. Tu veux essayer? Eh bien, pourquoi pas? C'est lourd, non? Oui, en effet, c'est plutôt lourd. Et la farine sort par là? Oui, ça c'est la farine, et tu obtiens un bon mélange. D'accord.
Oui, parce que là, tu as le produit fini, la farine que tu as produite. Quand tu le fais toi-même, tu as toutes les vertus du blé qui restent là, l'enveloppe, le son et tous les ingrédients qui sont dedans. C'est bon pour la santé, spécialement pour les enfants en pleine croissance. Un travail de Don Quichotte, mais qui est salutaire alors que l'Irlande demeure toujours frappée de plein fouet par la crise. C'est là. Sauver du moulin. Oh, quelle vue! Wow, c'est magnifique, c'est wonderful. Regarde, tu as la vue sur tout le village de Skerry, sur les alentours et sur les îles. L'Irlande, c'est aussi la magie du vent. Une passion que revendique Eric, qui fut longtemps garçon boucher, avant de se sentir pousser des ailes et qui parfois bat très fort. Farine et pain à faible prix, bien loin de souvenirs de la grande famine du 19e siècle. Ici, la bouffée d'air ne fait jamais grève. Les marées caressent la voie ferrée et les pêcheurs rentrent leur casier. On approche de Dublin, la ville qui fait encore et toujours miroiter un bel avenir pour nombre de villageois. Cadres et employés prennent la rame du matin pour se rendre au bureau, parfois 1 heure ou 2 de trajet. Mais on n'oublie jamais son comté natal et on sous-titre en gaélique. Pratique pour les racines, 2 langues, une seule île. Le patois ici, c'est vraiment vous. Dernière étape, en route pour Dublin. Irlande, fort caractère et forte croissance démographique, une des plus élevées d'Europe. Dernier regard aussi sur la mer avant la capitale du Sud, la métropole qui aimante à la force des rails, pendant que certains rêvent d'un voyage pour Memphis. Mais Dublin, c'est presque aussi mythique. Capitale d'un pays qui s'est élevé, selon les Nations Unies, au 4e rang mondial de l'indice de développement humain. Dublin, 1,5 million d'habitants, continue de grandir à force de migrants. Du nord comme du sud, à condition bien sûr qu'on vous laisse passer. Ouais, c'est pas le bon. Ah si, ça marche. J'ai rendez-vous avec Neil, un ancien cadre informatique passionné par sa ville. Hello Neil. Bonjour Neil. Bonjour Olivier. Bonjour Neil. Bienvenue à Dublin. Ah merci, je suis ravi. Je sais que tu es un historien, un spécialiste de l'histoire de Dublin. Je suis vraiment ravi de te rencontrer. Pourquoi le nom de colonie pour la gare de Dublin? James Connolly était en fait l'un des leaders de l'insurrection de 1916. En 1916, nous, les Irlandais, on était encore sous la domination des Britanniques. James Connolly était l'un de ces hommes qui essayaient de soulever l'Irlande pour devenir une république indépendante. Et ils ont lancé la rébellion d'ici. Il est donc considéré comme un grand héros dans ce pays et donc on a donné son nom à cette gare de Dublin.
Toi, Neil, tu es passionné par l'histoire, mais aussi par les chansons. Des chansons de l'histoire d'Irlande. Oui, c'est vrai. Oui, la gare aime bien mettre en avant la ponctualité des trains, qui est ici de 97%. Mais ça n'a pas toujours été le cas avec les trains dans ce pays. Et il y a une chanson très connue, écrite par un gars qui s'appelait Percy French, et qu'il a composée à propos d'un voyage qui devait l'amener jusqu'au comté de Clare. C'était en 1855. Malheureusement, ce jour-là, le train était en retard de 5 heures, ce qui veut dire qu'il est arrivé très tard à son rendez-vous. Et alors, à cette occasion, il a écrit une chanson très célèbre qui s'appelle « Es-tu là, Michael ?» Ça ressemble à peu près à ça. Across the Atlantical Sea, but he never tried to go railing from Ennis as far as Kilkee. You run for the train in the morning, the excursion train it leaves at 8. You're there when the clock gives a warning, and there for an hour you must wait. Voilà, c'est la chanson Es-tu là, Michael ? Pour découvrir Dublin, une capitale qui bouge, pas question d'être en retard. Patrie de James Joyce et de ses Dubliners, célébrée chaque année, la ville attire des jeunes du monde entier, jusqu'à Trinity College, la vieille université fondée en 1592. Le Trinity College a été fondé à la fin du XVIe siècle par la reine Élisabeth Ier. Et jusqu'à cette époque, les enfants de l'aristocratie avaient pris l'habitude d'aller outre-mer pour faire leurs études. Mais aujourd'hui, cette université couvre environ 16 hectares et accueille 15 000 étudiants. C'est donc plutôt un grand campus. 15 000 ? Oui, c'est ça, jusqu'à 15 000 étudiants. On a l'impression d'être au centre de la culture irlandaise ici. En fait, ce n'est pas tout à fait le centre de la culture, mais le collège a sûrement joué un grand rôle, parce que parmi les diplômés, beaucoup sont devenus célèbres. Par exemple, Jonathan Swift, qui a écrit Les Voyages de Gulliver, Oscar Wilde, qui a écrit de nombreuses pièces de théâtre, et puis il y a ce gars très célèbre qui a écrit beaucoup de ses pièces, Samuel Beckett, avec son fameux En attendant Godot. Ici, c'est un lieu qui inspire beaucoup les auteurs irlandais. Oui, tu sais, on a eu 4 écrivains en langue anglaise qui ont remporté le prix Nobel de littérature. Donc ça fait quand même pas mal de prix Nobel pour un si petit pays. Une ambiance particulière étreint Dublin, qui adore la nonchalance et la fête. Ses rues et ses parcs débordent d'énergie. Ici s'invente une nouvelle Irlande. Dublin aime la bonne fortune et a le goût du pari. Le tiercé ici, c'est avec des chiens de race, des lévriers. À l'hippodrome, au cynodrome, royaume des chiens de course, on peut gagner bonbons, avec des mises de 5 ou 10 euros. Voilà, ici c'est Sheldon Park, l'un des 2 grands stades pour la course des lévriers à Dublin. Et les courses, c'est le mercredi, le jeudi et le samedi. Et on peut parier ici. Oui, on va y aller, on va parier 10 livres. C'est compliqué, non? En fait, c'est très simple. Les gens ici expliquent comment faire, quelles sont les cotes, et après tu peux décider sur quel chien tu veux parier. Donc lequel alors? Eh bien, pour le chien qui a le plus de chances de gagner, on a la cote la moins élevée. Et cela veut dire moins de gains. Donc on va payer 10 livres sur Fort Ashmore et 10 livres sur Tango Bryan. Ok, donc 3 contre 1 et 3 contre 1 aussi. Pour le numéro 4, n'est-ce pas? Voilà, le 3, le 1 et le 4. Tenez vos tickets. Merci beaucoup. Bonne chance. Eh, donne-moi-en un, hein, si jamais je gagne. Voilà, il est là. On a parié avec Neil sur 2 chiens, donc le Tango Bryan, le numéro 1, et pour moi, c'est le numéro 4, Fort Ashmore, qui doit être un nom gaélique. Et le bookmaker, James Farrell, me dit qu'en fait, on est sûr d'être remboursé, parce qu'en pariant quelques euros sur celui-là, on est sûr de gagner au moins un petit peu. De quoi boire une bière? Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà. On va peut-être riche tous les deux avec Neil dans 5 minutes exactement. 5, 4, 3. Et c'est parti.
Voilà, il est là. Vas-y, regarde, il est devant. Bien placé le gars. Oh non, je suis le dernier. Et le tien, il est tout devant. Bravo, tu as gagné. Merci. Et toi alors? Ah, je suis le dernier. Ah, le dernier. La passion du jeu et surtout la joie lorsque l'on gagne. Grâce aux bons conseils de Neil, j'empoche de quoi passer une bonne soirée au pub, surtout au fameux Donnows, l'un des plus célèbres de la ville. Ambiance garantie pour cette soirée typique et bien arrosée, que l'on appelle Sheshun en gaélique irlandais. Les comptoirs d'Irlande valent ceux des Indes, une mousson de tradition sous la caste des musiciens. Bon, eh bien, c'est à toi de payer la tournée. Hein. Tu vas dépenser ce que tu as gagné. Oui, pourquoi une? Deux même. Ici, c'est un vieux pub traditionnel, très populaire pour la musique. Tu vois, il y a un groupe qui joue là au fond. Et c'est ici que la fameuse bande, les Dubliners, ont commencé au début des années 60. Il y a beaucoup de choses qui se passent au pub Donnows. Et quand les hommes d'affaires séjournent à Dublin, généralement, ils s'arrêtent ici pour boire une pinte de bière. Et en principe, c'est un bon moment. Allez, santé. En irlandais, Sloche. Sloche, santé à l'Irlande et aux Irlandais. Ils ont pour eux les paysages, mais aussi la richesse intérieure. Un tel voyage ne laisse pas indifférent. Tradition, émotion et âme celte mélangée. Voilà, c'était le monde vu du train. Une riche rencontre avec des Irlandais toujours chaleureux, surtout lorsqu'il s'agit de musique et qui ont bien sûr la passion au cœur. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.